Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le mercredi 23 janvier 2019, il fait froid. Bonne fête à Barnard et bienvenue pour cette nouvelle édition. Le froid et la neige, ça y est, c'est arrivé à Montluçon et dans la Creuse. Alors couvrez-vous bien et prudence sur la route. La troisième édition du Tour de la vallée montluçonnaise aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 mai. C'est une course cycliste à travers le Bourbonnais et le prologue aura lieu le vendredi soir à Montluçon à Ville-Gauzée. C'est en partenariat avec le collectif des commerçants pour un final sur le boulevard de Courtais. La troisième édition du Tour de la vallée montluçonnaise aura lieu du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019. Le prologue aura lieu le vendredi soir à Montluçon à Ville-Gauzée en partenariat avec le collectif des commerçants. La première étape, celle du samedi, partira de l'étang de Sceaux pour un départ fictif, tandis que le départ officiel s'ordonnera après Millat, avec une arrivée jusqu'à Masdira. 3 jours de course, donc réservé aux 1, 2, 3 juniors. Et le précurseur de cette course, c'est effectivement en accord avec la ville de Montluçon, qui nous ont demandé de passer dans toutes les communes de Montluçon Communauté. Ça a été en quelque sorte une fête pour accueillir toutes ces nouvelles communes qui sont venues se grouper dans le giron de Montluçon. Le dimanche, le peloton partira de Saint-Victor et finira son périple sur le traditionnel circuit d'arrivée en centre-ville de Montluçon. L'arrivée finale est sur le boulevard de Courtais avec plusieurs passages dans Montluçon. Au niveau de la fédération, les catégories sont assez bien définies et là on est sur une 1, 2, 3 juniors, ce qui veut dire qu'on a le meilleur niveau, on va dire un des meilleurs pelotons qu'on peut avoir en amateur, mais beaucoup de coureurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et quelques équipes étrangères. Trois jours de soleil, 2 organisateurs hors pair, 75 bénévoles, une réussite pour la deuxième édition du Tour de la vallée montluçonnaise. Vice-président en charge du développement sportif, donc en fait, comme c'est organisé avec l'aide de Montluçon Communauté, donc j'interviens à ce titre-là dans l'organisation. Donc ce soir, un joli prologue a priori. Demain et après-demain, 2 étapes qui vont faire mal aux jambes des coureurs. Toute la partie Combraille est particulièrement accidentée et ça promet une belle bagarre parce qu'il y a des belles ascensions, il y a vraiment du joli parcours à faire. Donc là, on peut penser que les costauds vont pouvoir s'exprimer. Un prologue par équipe au départ et arrivé au parking Saint-Jacques à Montluçon donne le coup d'envoi de cette belle épopée cycliste, emportée par Bourg-en-Bresse 1. Une première étape très bourbonnaise, c'est Sten Bangut du Vélo Club Villefranche-Beaujolais qui a trouvé les ressources nécessaires pour aller s'imposer au sprint. Une boucle de 140 km sur 2000 mètres de dénivelé, c'est une course très ardue pour les coureurs qui ont dû affronter des routes très difficiles. À l'arrivée, c'est un peloton éparse qui s'est présenté sur la ligne pour la victoire. Beaucoup de stress, beaucoup de tension, mais un grand plaisir maintenant que l'événement est passé. On peut dire qu'il n'y a pas eu d'incident majeur et le travail en amont a payé. Et c'est vraiment une joie de pouvoir accueillir tous les bénévoles ce soir sur le podium pour leur rendre hommage. Et avec eux, ça a été un boulot monstre. Et sur ces 3 jours, on a pris vraiment, je pense, tous du plaisir à être à notre point et à notre poste et faire ce qu'on a fait aujourd'hui, quoi.
C'est Pierre Almeida de la formation Pro Imo qui s'impose au classement général avec 1 seconde d'avance et endosse le maillot jaune. Il y a toujours des choses à améliorer, il va falloir évoluer aussi sur différents points pour faire des innovations, mais dans l'ensemble ça s'est passé plutôt bien et on a une réussite encore sur ce dernier jour avec une course qui se joue à la seconde près, donc tous les ingrédients étaient là pour que ça soit vraiment une réussite. C'est le 4e coureur qui a eu un problème, donc ça va être compliqué pour aller chercher. Ben, je crois qu'on peut dire que ça s'est vraiment très bien passé. Effectivement, la tension et la pression tombent, puisque quand on est un peu responsable d'une grosse organisation comme celle-ci qui grandit, qui a beaucoup grandi cette année, effectivement, jusqu'aux dernières heures de l'arrivée de la course, on est obligé, le stress monte. Bon, moi, je remercie encore une fois, et je tiens à le redire, c'est 75 bénévoles qui sont autour de moi, parce qu'effectivement, ils font un travail remarquable, ils sont toujours très disponibles, et c'est pas un travail que sur 3 jours, c'est un travail de longue haleine, pratiquement sur 5 mois. Ce qui a fait la réussite aussi, c'est le temps qu'on a eu, hein, il n'y a pas à dire. On est déjà en train de travailler sur l'édition 2019. On a des communes compte tenu de notre réussite. On a des communes qui nous demandent d'avoir des départs et des arrivées. On a de quoi faire, c'est ce que je dis, le TVM a de longues années à vivre. On a de quoi faire puisqu'il y a 21 communes. Donc si on fait les départs et les arrivées dans toutes les communes, le TVM peut vivre au moins 21 ans. Montluçon et son TVM, c'est le cas. On est en train de réfléchir. On va sûrement, le speaker et les directeurs sportifs m'ont dit, vous allez avoir beaucoup de demandes, puisque ça a été une réussite. Donc ceux qui font la notoriété de la course, c'est les coureurs en priorité, c'est le staff encadrant et c'est les arbitres fédérales. Donc tous ces gens-là ont fait jusqu'à maintenant la promotion et on demande qu'à grandir, mais à grandir en ayant des fondations bien solides. Un succès pour cette 2e édition qui va donner des ailes aux organisateurs qui planchent déjà sur l'édition 2019. Le symptôme précoce de la maladie d'Alzheimer, le plus courant est la difficulté de se souvenir des informations récemment apprises. Tout comme le reste du corps, notre cerveau change à mesure que nous vieillissons. La plupart d'entre nous venons à penser plus lentement et avons parfois du mal à se souvenir de certaines choses. Julia Salvatori, la fille d'Annie Girardot, a créé Agir pour Alzheimer. Nous l'avions rencontrée lors du Festival de la chanson française à Montluçon. À ce jour, la maladie d'Alzheimer touche de plus en plus de personnes. On compte plus de 900 000 Français qui sont atteints, et cela de plus en plus jeunes. J'ai créé cette association, Agir pour Alzheimer. Vu la maladie de maman, c'était quelque chose pour moi, il faut s'accrocher parce que c'est l'entourage qui s'en prend plein la gueule, hein, parce qu'on peut mourir avant la personne qui est atteinte, et donc c'était une façon de combattre. Je me suis retournée sur toutes les thérapies non médicamenteuses, que ce soit l'art, la musique, les senteurs, mais surtout en avant, la zoothérapie. Malheureusement, le remède miracle n'a toujours pas été trouvé, malgré d'excellentes avancées médicales très prometteuses et encourageantes. Nous avons des résultats qui sont énormes, des gens qui étaient en isolement complet en EHPAD, et qui refusaient de sortir de leur chambre. Et depuis l'arrivée de Jaffa, donc c'est l'EHPAD à Cuillat dans le Puy-de-Dôme. C'est une des raisons pour laquelle l'association Agir pour Alzheimer a décidé de se tourner vers toute thérapie non médicamenteuse, en mettant en avant la zoothérapie. Ces personnes, ces résidents n'attendent qu'une chose, c'est déjà qu'on vienne leur faire leur toilette pour pouvoir descendre en salle, pour pouvoir manger avec les autres, éventuellement donner un petit gâteau au chien, voilà. Et puis ça c'est la partie agréable. Jaffa, donc il s'appelle Jaffa, fait partie à part entière du personnel. C'est-à-dire que pour les soins le matin, les soins difficiles, il met sa petite cape. En fait, c'est un chien qu'on a acheté à Andy Chien, avec un cahier des chartes énorme. Quand il travaille,
On lui met sa petite cape. Et donc ça, parce qu'il faut garder les gestes du quotidien le plus longtemps possible. Parce que voilà. Puis après, il y a la partie plus douloureuse, dans le sens qu'il monte sur le lit, enfin sa tête, il pose sa tête. Le patient arrive à le caresser et souvent il s'endort avec le chien. Donc il arrive vraiment jusqu'au... Vraiment, c'est une chose... c'est complet. Est-ce que le chien sent que la personne est en fin de vie? Alors, mais bien sûr, bien sûr. Le chien n'a pas d'a priori. Par contre, il sent les choses. Il sent quand on a besoin. Puis c'est... Voilà, c'est... L'animal, c'est... Je vous dis... Quand on a commencé à agir pour Alzheimer en 2009, nous sommes partis de l'hippodrome de Vincennes avec 2 copes en attelage et nous avons traversé la France jusqu'à 7 en s'arrêtant, bien sûr, merci Jean-Michel Tinet, à la foire de Montluçon. On était hébergés ici, on a commencé, on allait dans les EHPAD. Alors au début il y avait un petit peu d'appréhension et puis quand le résident voyait le cheval arriver, ben, c'était tout d'un coup, vous vous rendez compte, ben, c'est leur passé. Et donc ils venaient, alors au début ils caressaient, puis après ils montaient dans l'attelage, on leur faisait faire le tour de la commune. Et ne serait-ce que de voir ce sourire, ne serait-ce que pendant une demi-heure, j'en ai la chair de poule. Mais voilà, qu'est-ce que c'est une demi-heure, une heure de notre temps, et d'avoir ces gens sereins. Parce que malheureusement, vous savez, c'est une angoisse éternelle, Alzheimer. Donc voilà, c'est un moment de... Voilà. On oublie tout et puis on revient aux choses simples. Et là, en tant que... trop contente et trop touchée de voir cette joie dans les yeux, c'est banal, ce sourire. Ah, quel bonheur! Voilà. Donc c'est le plus beau cadeau du monde, c'est la plus belle récompense du monde. Avec ce chien, ça peut s'apparenter comme l'équithérapie, par exemple. Tout à fait, mais ça fait vraiment, c'est zoothérapie, c'est reconnu. Mais là, il y a tellement d'a priori choses par rapport à l'hygiène, par rapport à ci, par rapport à ça. Faut arrêter. Ah, non, c'est une bonne chose, il faut continuer. Et ça fait tellement plaisir. Voilà, c'est une petite goutte, si ça peut faire avancer quelque chose. Comme disait maman, c'était dans Mourir d'aimer, elle disait, je voudrais que ce qui m'arrive serve à quelque chose, même si ça a l'air d'une catastrophe, même si ça a l'air décourageant, même si ça ressemble à une défaite. Et moi, j'ai envie de dire, et je dis, si ce qui est arrivé à ma maman pouvait servir à quelqu'un, voilà, c'est mon mot de la fin. Vous aimez les jeux de société, vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux, une référence à Montluçon, un pion, c'est tout. C'est 2 places Notre-Dame dans le quartier médiéval. En 2018, un week-end de jeux était organisé et des animations ont lieu toutes les semaines. Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Nicolas Langlais. Donc Nicolas Langlais, c'est le président de l'association Sélénium qui organise donc les 26 et 27 mai, donc un week-end de jeux, mais pas de la pétanque, ce sont des jeux de société. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour Dominique. Présentez-nous un petit peu votre week-end qui aura lieu donc fin mai 2018. Donc nous sommes 3 associations, Sélénium comme vous l'avez dit, la ludothèque de la Chapelaude et l'association Planchette, qui prenons la suite d'une idée initiée par Olivier Chéneau, qui était de faire une fête du jeu à Montluçon, et qui prend cette année une nouvelle dimension, puisqu'elle devient tout un week-end du jeu, avec 2 jours consacrés aux jeux de société. C'est une animation qui a lieu tous les ans, ou c'est une première? C'est la 3e fête du jeu, mais c'est le premier week-end du jeu sous cette forme, avec 2 jours consacrés au jeu. Alors, donnez-nous plus de détails pour faire venir les gens. Qu'est-ce qui va se passer? On peut jouer aux dames, on peut jouer aux échecs. Tout à fait. Donc déjà, c'est 2 jours complètement gratuits. Où les associations montluçonnaises, dans un premier temps, le samedi 26, vont venir présenter ce qu'elles font de manière ludique. Donc en effet, on va avoir des associations autour du poker, des échecs, la ludothèque pour
une section plus petite enfance, il y aura aussi du jeu de rôle, du jeu de société plus pour adultes, un peu tout ça, mais aussi d'autres associations qui ne sont pas forcément dans le milieu du jeu au départ, mais qui vont venir présenter ce qu'elles font de manière ludique et participative. Ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche, on a des créateurs de jeux qui vont venir présenter soit des jeux qu'ils ont déjà édités, soit des prototypes qui sont en développement et qui vont venir faire tester du coup aux gens. Et les 2 jours sont gratuits. Est-ce qu'on aura un peu de musique autour? Il y aura quelque chose? Il y aura d'autres animations? Pas d'animation particulière prévue, en tout cas musicale. Par contre, l'Office de tourisme se joint à nous pour un événement spécial en nocturne le samedi soir autour du célèbre jeu du loup-garou. Donc une mise en scène un peu médiévale avec des loups qui risquent de manger des villageois. Enfin, un truc sympathique. En face du MUPOP, on est dans le quartier. Là, ça sera même sur l'esplanade du Vieux Château pour qu'on soit encore plus dans le thème. Et je crois qu'il s'agit d'une affaire de loups qui attaquent les ducs de Bourbon. Nous bénéficions d'une aide au projet. Donc la mairie nous a donné une petite enveloppe pour organiser cet événement. Et la mairie et la communauté de communes nous soutiennent aussi au niveau de la logistique pour la mise à disposition du MUPOP et tout ce qui va être les stands, etc. On a un gros soutien de la mairie qu'on remercie au passage. Mais c'est un gros budget d'organiser ce week-end? C'est un bon budget. Gros budget, non. Il y a des événements qui coûtent beaucoup plus cher. Là, comme c'est assez participatif, on sollicite les associations de la région. Tout le monde y met un peu la main. Tout le monde met la main à la pâte. C'est comme ça qu'on dit. Donc ça va. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à bénévoles aussi. Nous cherchons des gens pour nous aider à organiser tout ça, à monter les stands et les ranger aussi. Et vous avez besoin le 25 mai, le 30, ou avant ou pendant? Le 26 et le 27 pour l'événement en soi. Et aussi le 25, puisque j'en ai pas parlé, on a un petit off. Donc le nom de l'événement, c'est bien Week-end du jeu. C'est le jeu au sens large. Et on y inclut aussi le jeu vidéo, puisque le vendredi 25 au soir, il y aura une conférence débat avec un créateur de jeux vidéo qui viendra au MUPOP présenter son travail. Présenter aussi la complémentarité entre le jeu vidéo et le jeu de société. Et ça sera suivi d'un moment de jeu où il y aura des ordinateurs, des consoles à disposition, des jeunes et des moins jeunes qui veulent s'essayer à tout ça. Et ce week-end, donc, s'adresse plutôt aux enfants, aux adultes? C'est vraiment tout public. On aura une aire petite enfance pour les tout petits, même avant 3 ans. N'hésitez pas à venir jouer avec vos enfants. Et des jeux plus pour enfants, pour ados, même pour adultes, notamment le jeu de rôle qui permet de se mettre dans la peau de divers personnages et de faire avancer une aventure. Ça sera aussi l'occasion d'acheter des jeux modernes, puisqu'on n'a pas de boutique encore à Montluçon qui vend des jeux modernes, des jeux de société modernes. Et il y aura notre boutique partenaire 1000 Jouets, qui est de Saint-Amand-Montron, qui viendra vendre des jeux sur place. Ce soir à la télé, donc sur TFX, Camping Paradis. Bonne soirée à tous et portez-vous bien.